Donc, bonjour ou rebonjour à tous, donc bienvenue pour la dernière présentation cet après-midi, donc la revue d'actualité de l'OSIR, qui commence donc comme chaque fois par la revue des vulnérabilités, en particulier Microsoft. Donc je passe rapidement les bulletins Microsoft. Sur le mois de décembre, il n'y a pas eu grand chose d'exceptionnel. Des vulnérabilités Internet Explorer et Edge, bon il y a eu 13 et 14. Comme d'habitude, des exécutions de code à l'affichage de page, du grand classique. Côté Office, une exécution de code. Après, des vulnérabilités noyau Windows. Je passe rapidement les vulnérabilités Windows, parce qu'il n'y a vraiment rien d'exceptionnel concernant le mois de décembre. Je regarde juste au cas où, mais... SharePoint, élévation de privilèges, c'est-à-dire exécution de code côté serveur. Sur Microsoft Word, il y a un exploit disponible sur le net en sauvage au niveau de Word. Un seul, dans Word, qui demande pour voir l'exploit d'exécuter les macros dans Word. Donc faites attention. Tu l'as partagé, bravo. Oui, bien sûr. Concernant Microsoft, donc un truc assez rigolo, c'est qu'avec une des dernières mises à jour de Windows 10, est arrivé un conteneur de mots de passe qui s'appelle Keeper Password Manager. Et en fait, il a été regardé par Google Project Zero. Et en fait, il y a une vulnérabilité dedans qui permet, depuis un navigateur, de récupérer le contenu du coffre-fort de mots de passe. On pourrait presque dire que c'est une fonctionnalité. C'est pour faire les sauvegardes en ligne. Ouais. Donc il y a un site de démo qui, si vous utilisez cet outil-là, enfin je crois que ça a été corrigé normalement depuis, permet de récupérer vos mots de passe. Alors, il n'y a pas eu de vulnérabilité au sens CVE, ni de bulletin associé, j'ai pas vu en tout cas. Donc je sais pas. En fait, c'est un password manager qui n'est pas non plus très utilisé. Moi, je n'avais jamais entendu parler avant la vulnérabilité. C'est peut-être une stratégie commerciale d'ailleurs. Le deuxième sujet, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Comme c'était dans le bulletin de janvier de Microsoft, j'en parlerai côté Microsoft en février. Mais donc là, on parlera tout à l'heure des vulnérabilités Meltdown et Spectre. En particulier, le correctif de Microsoft qui a été publié ce matin pose un certain nombre de problèmes sur les ordinateurs avec des CPU AMD. En fait, au reboot, ça plante. Ce qui est un petit peu gênant. Ça plante une fois ou à chaque fois? À chaque fois. Ah oui. Et donc, Microsoft a suspendu le bulletin pour les CPU AMD. Apparemment, c'est lié aux antivirus aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une sortie pour l'instant? Parce que sinon... je vais pas regarder en détail, ça je l'ai rajouté tout à l'heure. Pour l'instant, Microsoft a juste communiqué en disant que c'était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je pense que tu peux faire un boot recovery et peut-être avoir la console de recovery, faire quelque chose à ce niveau-là, mais je ne suis pas sûr. Oui, parce que pour l'instant, ce sont des mises à jour du système d'exploitation. On ne Oui. parle pas de mise à jour du processeur en lui-même. Donc on peut espérer pouvoir restaurer une version antérieure de Windows pour redémarrer, en restant vulnérable certes, mais au moins redémarrer. Vulnérabilité système. La deuxième est intéressante parce qu'en fait, donc WPAD, c'est la fonctionnalité qui vous permet avec votre navigateur d'aller chercher un proxy pack, en gros, en faisant une requête sur un nom de domaine, je sais pas, wpad.osir.net par exemple. En fait, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à Windows. De base, quand on se branche sur un réseau, il va faire une requête WPAD pour récupérer le fichier. Si c'est configuré par défaut. Ouais. Ben, moi, j'ai jamais réussi à vraiment le désactiver totalement. Sur Windows, si, sur macOS, on avait regardé, on peut pas le désactiver. Mais en fait, c'est commun à la plupart des OS, et donc ça va chercher un fichier proxy pack. Et donc vous pouvez faire du man in the middle, tricher sur les requêtes, les réponses DNS, des choses comme ça, donc intercepter le flux. Et en fait, c'est donc des gens de Google Project Zero qui ont juste eu l'idée de répondre avec un proxy pack. Proxy pack, c'est du JavaScript qui fait une espèce de configuration proxy, et donc avec du code JavaScript qui exploitait une vulnérabilité JavaScript, et donc qui arrivait à une exécution de code. Donc c'est pas mal parce que ça veut dire que l'utilisateur qui branche son ordinateur sur un réseau, sans rien à faire, il a une exécution de code. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal pour l'attaquant. Sur Windows, il suffit de décocher, détecter automatiquement les paramètres réseau. Je crois que c'est ça. Je crois que sur Windows, si tu fixes fais toi-même que ça, le ça marche chemin, il fait quand même des requêtes Sûr. à vérifier. Enfin, il y a 2-3 ans, quand moi j'avais testé, on n'avait pas réussi à le désactiver totalement et justement on avait des problèmes pour utiliser un autre serveur DNS que celui qui était officiellement celui de notre société, tu vois. Bon, le dernier, c'est une élévation de privilèges sur un système de chiffrement de Symantec. Enfin, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça, c'est intéressant parce que c'est rare d'avoir des codes d'exploitation pour des évasions de machines virtuelles. Donc là, c'est un plugin Metasploit qui a été développé et qui permet, dans VMware Workstation, non, là, c'est une évaluation de privilège local, pardon. C'est pas une évasion. Je me suis peut-être trompé.
En fait, c'est une sorte d'élévation de privilège. Oui. Enfin, ça dépend si tu le fais depuis la VM. Pour moi, c'était une évasion de la machine virtuelle, mais enfin, c'est peut-être une élévation de privilège locale, c'est-à-dire que d'utilisateur, vous passez à administrateur, route, système. Le deuxième, je l'ai rajouté à l'instant, je l'ai vu tout à l'heure, c'est assez rigolo. Donc, dans la bibliothèque PySAML 2, donc protocole d'authentification et de SSO, la vérification du mot de passe de l'utilisateur est faite par une fonctionnalité Python qui s'appelle un assert, donc pour vérifier que le nom de l'utilisateur, que le mot de passe de l'utilisateur, c'est bien celui qui est renseigné dans l'annuaire. Et en fait, il semblerait que si on utilise Python en mode optimisé, donc avec des flags lors du lancement pour que ce soit plus performant, en fait, il enlève les asserts et donc les gens peuvent se loguer avec n'importe quel mot de passe, ce qui est un peu embêtant. Ou pratique. Pratique. Ça, c'est un client. Ça va être client, c'est pas ton serveur. Donc je vois pas comment ton client pourrait décider de l'identifier. Mais en fait, non, c'est pas un client, c'est. Ce sont des fonctions SAML. Oui. SAML, tu t'adresses quand même un serveur d'authentification. C'est pas le client qui décide que oui, tu as le droit d'être authentifié, c'est le serveur. Oui, mais du coup, là, de ma compréhension, ton serveur d'authentification, il répond que tu es tout le temps authentifié. C'est une code qui utilise le serveur. Je pense, oui, effectivement. Ça fait service provider. Bah, si la bibliothèque est utilisée côté serveur, Ouais. Ça marche. A priori, les côtés serveur. Ouais. Côté réseau, alors une vraie backdoor dans les NAS D-Link, puisqu'en fait c'est dans le code en dur. Il y a un vrai compte avec le login et le mot de passe. Donc le login et le mot de passe, c'est ce qu'il y a là, séparé par le slash. Et donc c'est vraiment une backdoor, parce que c'est vraiment en dur dans le code. C'est même pas un fichier avec le TC passe WD avec un compte oublié, hein, c'est vraiment en dur dans le code. Fortinet, ça a vu ça tout à l'heure, c'est en fait donc, vous avez un client Fortinet pour monter des VPN avec les firewalls Fortinet. Et quand votre session est verrouillée, si le client Fortinet détecte qu'en face le certificat du serveur VPN, du VPN n'est pas bon, dans ce cas-là, il lève une espèce de pop-up, et à partir de cette pop-up, vous pouvez exécuter du code en système. Mais c'est a priori assez simple à faire, et c'est principalement quand le poste est verrouillé. C'est-à-dire que si on déconnecte le poste d'un réseau, qu'on le connecte sur un réseau où on met un faux point VPN, point d'accès VPN avec n'importe quel certificat auto-signé, vous aurez cette pop-up, et là vous pourrez passer le système sur le poste, ce qui est plutôt embêtant. Le dernier, je l'ai mis parce que bon, il y a quand même quelques vulnérabilités sur les firewalls et routeurs Juniper, beaucoup sur du parsing XML. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le détail des vulnérabilités, c'est Unspecified Impact et Unknown Vectors. Je pense qu'on peut difficilement faire plus clair. Après, il y a de l'exécution de code et des nids de service. C'est pas comme si c'était des routeurs de cœur de réseau et des firewalls qui sont en frontal Internet. Ça fait suite à des travaux qui ont été réalisés il y a quelques mois, j'ai oublié le nom des chercheurs, sur toutes les imprimantes et en particulier sur HP. Des vulnérabilités ont été trouvées qui permettent d'exécuter du code sur les imprimantes HP. J'ai bien aimé parce qu'en même temps j'ai trouvé la publicité qui mettait que les imprimantes HP étaient les plus sécures du monde, et je suis tombé sur leur publicité où ils reprennent en fait des scénarios avec un acteur de Mr. Robot dont j'ai oublié le nom, mais qui n'est pas le jeune mais un vieux, qui dit oui alors Monsieur Wolf est un hacker, il a tenté de pirater telle entreprise, mais nous chez HP on l'a protégé. Enfin, c'est à cause de ces vidéos qu'il a acheté des HP. Ah oui. Et bon, regardez les vidéos parce qu'elles sont rigolotes, surtout quand vous voyez ces vulnérabilités. Et donc c'est considéré comme les produits les plus sécurisés du monde. Le deuxième est assez intéressant, j'ai vu ça aujourd'hui également. En fait, il y a un certain nombre de, d'objets qui sont utilisés pour localiser des personnes, que ce soit des personnes âgées ou des enfants notamment, pour que les parents puissent surveiller où sont leurs enfants. Il semblerait qu'il y ait un grand nombre d'eux qui utilisent une poignée de sites web, enfin de services web, qui permettent d'uploader la position GPS et de la faire visionner aux parents. Et il y en a de nombreux qui sont vulnérables à une attaque de référence directe à l'objet, c'est-à-dire que si on connaît le numéro de série de l'objet, on peut voir la position. Donc il suffit d'avoir un compte sur ces services pour voir la position de tout le monde. Évidemment, les numéros de série, en général, on peut itérer dessus, donc c'est pas vraiment une très bonne mesure de sécurité. Et du coup, le site liste tous ceux qui sont corrigés, ceux qui sont encore vulnérables, donc c'est assez intéressant, il y en a vraiment beaucoup. Et surtout dans les noms de domaines, quand il y a marqué Kido ou Kids Tracking, ça fait un peu peur. Alors, la vulnérabilité du mois, enfin les vulnérabilités du mois, donc Meltdown et Spectre, donc qui sont plusieurs vulnérabilités qui permettent donc pour Meltdown de lire en gros toute la mémoire
d'un système, d'un ordinateur plutôt pour être plus précis, et pour Spectre de lire la mémoire d'autres applications. En gros, ça vient des problèmes de prédiction de branchement des microprocesseurs. Une prédiction de branchement, c'est-à-dire que pendant qu'il y a un test qui est en train d'effectuer, la suite du code est quand même chargée, et en particulier la mémoire associée, ce qui permet que si jamais le test est vérifié, au lieu de devoir charger cette mémoire après coup, elle est chargée avant. Donc l'analogie que j'avais trouvée sur internet, c'est un enfant qui demande à son père s'il peut commencer à dessiner sur une feuille de papier. Pendant que le père commence à réfléchir, l'enfant commence à dessiner sur la feuille de papier, et puis au moment où le père a pris la décision, si jamais il dit non, il prend la feuille de papier et il la met à la poubelle. Mais le dessin est toujours sur la feuille de papier, c'est-à-dire que le cache a bien été chargé. Et en gros, la problématique, c'est qu'au moment du chargement du cache, il n'y a pas de vérification que le cache, que le processus a les droits pour lire cette mémoire. La vérification est faite, je ne sais pas si j'ai été clair. Au moment où la mémoire est chargée dans le cache, il n'y a pas de vérification des privilèges. Parce que la chaîne d'exécution, c'est qu'après, si on part bien dans cette chaîne-là, dans cette branche-là, dans ce cas-là, là, les droits seront vérifiés, mais après coup. Et le problème, c'est qu'il y a quand même une trace de la mémoire dans le cache. Il y a des techniques en fait, de side channel qui permettent de lire cette mémoire assez lentement, bit à bit. Je crois que le débit, c'est 1 ou 2 kilos par seconde, kilooctets par seconde, mais ça permet quand même de lire la mémoire. Et si je dis pas de bêtises, je pense que le fait que les instructions sont exécutées de manière spéculative, c'est parce qu'en fait le processeur il peut exécuter plusieurs instructions en fait en même temps. Du coup, ça coûte pas plus cher d'exécuter les suivantes. En fait, il fait un calcul. C'est pour ça que c'est spéculatif. C'est en fonction de ce qui va arriver. Il pré-calcule et il dit comme ça le calcul est déjà fait. Oui, parce que c'est pas plus cher quoi. En fait, il y a cette notion. C'est ce qui est expliqué ici. Alors le lien n'est pas forcément très orienté sécu, mais l'article est bien sur le Raspberry Pi pour expliquer justement les processeurs vectoriels et super vectoriels. Scalaire, ça se dit en français scalaire, c'est vectoriel. Ouais, je crois. Sinon, il y a un superbe épisode de Limite Sécu. En fait, l'article est pas mal parce qu'il prend juste le propos de faire des additions et explique avec 3 ou 4 additions la différence entre un processeur vectoriel et super vectoriel. Et c'est vraiment très intéressant. J'ai du mal quand même avec tout le buzz qu'il y a eu parce que c'est quand même difficilement exploitable. C'est la fin du monde. Ah ouais, mais ça reste le buzz incroyable. Ça on va reste nous voler nos mots de passe. Ça reste une élévation de privilèges locales. difficilement exploitable. C'est possible de faire exécuter le code comme ça. Moi, je suis hacker, je peux exécuter ce type de vulnérabilité. Je fais autre chose qu'aller utiliser de Ça vulnérabilité. dépend. En fait, ça dépend des cas. Sur un poste de travail, il y a tellement de bypass UAC ou de vulnes d'élévation de privilèges locales qu'elle est s'emmerder à faire ça. Exactement. Par contre, dans du cloud, JavaScript pour récupérer ça via ça, c'est intéressant. Il y a déjà un malware qui utilise ça dans la nature. Je pense que cette vulnérabilité via JavaScript va permettre de faire autre chose que d'utiliser cette vulnérabilité-là. Si on a la capacité. Meltdown, tu remontes tout ton hyperviseur. Attends, déjà voler tous les mots de passe avec JavaScript, c'est tous les mots de passe de l'utilisateur sur tous ces sites, etc. Ok, parfois il y a d'autres techniques pour le faire, mais celle-là, elle va marcher à 100% sur tous les mots de passe de l'utilisateur. Et le fait que dans les hyperviseurs, dans les environnements virtualisés, dans les environnements à containers, ça permet de passer où si c'est mal c'est quand même pas si courant que ça. Dans le cloud, je suis d'accord. Là, tu peux commencer à essayer de voir la mémoire du voisin. Celle de Spectre est un peu moins intéressante sur l'utilisation au quotidien. Moi, ça va juste permettre de récupérer les password managers, mais vu que c'était une feature dans Microsoft, c'est pas très grave. Mais celle de Meltdown, ça brise toute la virtualisation. C'est pour ça que la protection de la virtualisation. C'est pour ça que Azure et AWS, je crois que c'est une première dans l'histoire, la même semaine, ont rebooté leur cloud. Spectre, c'est intéressant dans un environnement conteneurisé ou sandboxé, parce que tu vas aller récupérer la mémoire des autres. Et Meltdown, oui, ça te permet de sortir de l'hyperviseur, d'aller lire, sortir de la VM et d'aller lire la mémoire de l'hyperviseur, et donc des autres VM. Ça, c'est intéressant. Si on arrive, comment ça se fait qu'on le trouve que maintenant, alors que c'est en place Alors, je pense que c'est on n'a pas impossible. cherché avant. Mon hypothèse, c'est que mais c'est mon hypothèse, mais c'est personnel, enfin je peux me tromper. Rohammer est sorti donc il y a quelques temps, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là. Les gens ont commencé à se dire, ah tiens, il y a peut-être des choses à faire sur les side channels, la mémoire et le CPU. On commencé à monter en compétence sur le domaine et on finit par trouver cette vulnérabilité. La vérité, c'est que quand ils ont vu au West 2017, ils se sont dit, on va peut-être chercher autre chose. Après, parce qu'en fait, les personnes qui font partie de tout ça ont aussi un peu fait partie de Rohammer, c'est un peu les mêmes. Après, certains disent ça fait 25 ans que ça existe, donc la NSA, ils ont déjà les vulnes. J'en sais rien. Ils en ont d'autres. Je voudrais faire une remarque sur à propos de Meltdown. Meltdown, c'est qu'en réalité, c'est que le test est fait par le système de mémoire virtuelle. Auparavant, on avait des machines qui avaient des anneaux, de la segmentation.
Et bon, et du coup, et on l'a supprimé. Pour optimiser les performances. Ah, les anneaux, sortie de Multix, le concept des anneaux n'a pas quand même été extrêmement implémenté dans les systèmes d'exploitation modernes. Et puis la segmentation à l'intérieur de l'OS, bon, bah, elle est revenue avec la virtualisation Docker ou Clip. Mais elle est revenue beaucoup plus tard, avec des surcouches. Et par rapport à la criticité, par rapport à ta question, ça reste quand même une élévation de privilège local. Donc typiquement, je sais pas, vous avez une base de données au fin fond d'une DMZ qui est accédée par personne, qui est sur un serveur physique. Parce qu'il n'y a pas d'urgence à la patcher, quoi. Si personne se connecte dessus... Les Je pense que navigateurs les sont déjà experts des patchés. mainframes te diraient, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, non mais nous on ne peut pas avoir ce genre de Si, problème sur les... Ah mince, ah, ça marche aussi Oui. sur ZOS? Oui. Ah c'est trop fort ZOS, trop fort. Ah putain merde, sur IBM Mainframe, il y a aussi cette optimisation? Oui. Oh, là, Sûr, là, j'ai trop vu la mauvais. news. Ouais. IBM Oh, aussi, mais c'est vrai que je l'ai pas mis, mais oui, IBM aussi est vulnérable. Le processeur Z, AS400, je sais pas. C'est peut-être pas les mêmes Apparemment, archives ils ont la processeurs. même fonctionnalité. Depuis 25 ans que ce code s'exécute par anticipation et qu'en fait il peut tomber sur un peu n'importe quoi, comment est-ce que ça se fait que nous n'ayons pas eu plus de crash provoqués par tous ces... Il n'y a pas de crash, parce qu'en fait, Il y a le pas de crash, CPU... parce le qu'il CPU, revient dans son anticipait- état il initial. anticipait des S'il a demandes. vu qu'il avait fait du calcul pour rien, il revient dans l'état initial, donc il n'y a aucun problème. Avant le garbage collecting de ce pipeline vectoriel qui a été chargé pour rien, il l'a quand même chargé et Oui. il a avancé dans l'exécution. En fait, il a chargé de la mémoire. Non, Qui est rien, qui est quelque chose, il s'en fiche, il la charge. Il n'exécute pas, il fait le calcul et il attend de savoir si le calcul va être utile ou non. Mais il avance pas dans l'exécution après. Si, attends, ça. Non, mais il te fait qu'une étape, il te fait pas tous les trucs. Mm. Donc c'est pour ça que ça crache pas. Mais c'est une optimisation qui vaut quand même le coup. oui, c'est S'il y a des intéressant. stores, il les aura fait. Pas forcément. Ou l'exemple de ton dessin. Il les défait après. L'idée Oui, pendant c'est 25 ans, ça. c'est qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'effet de bord. On vient de s'apercevoir qu'il y en a un et qu'il est difficile Pour moi, je m'étonne qu'en Attends. 25 ans, on n'ait pas eu des crashs, quoi. Bah, Rohammer, c'était le même problème. C'est, je sais plus sur quelle console de jeu ou quel Amstrad, je sais pas quoi, il y avait plein de crash. Et les gens s'en étonnaient, mais pas plus que ça. Et les gens qui ont commencé à développer des émulateurs de ces Amstrad, je sais plus c'est Amstrad, je sais plus quel vieil ordinateur, n'avaient pas les mêmes crashs. Et les gens se sont dit, tiens, c'est bizarre, la version émulée ça plante pas, la version physique ça plante. Et ça a été les premiers travaux et la première découverte de Rohammer. Et après, ça a été redécouvert, je sais pas, 10 ans après. Sur la mainframe, Ça fait pas avec PowerPoint. les vulnérabilités sont uniquement sur les machines virtuelles qui sont exécutées en compatibilité Intel. D'accord. Par contre, si vous faites tourner vos applications mainframe type COBOL, JCL, etc. sur du ZOS pur, ça marche complètement. Ça marche plus. C'est pas exploitable. C'est uniquement dans les instances virtuelles. Ok. C'est juste simulé de... Bon, là on Ouais, était faut sur. quand même revenir sur Terre. Qu'est-ce qu'on va voler? C'est juste des credentials, donc de la mémoire. Sur le blog de Google OS 0, ils arrivent à faire de l'exécution de code à partir du packet filtering de Linux. Donc, La suite le mois prochain. ouais, la suite le mois prochain. Non, mais la suite, non, parce qu'il y a encore 4 slides sur le sujet, mais après, c'est plus détente. Ouais. Non, mais globalement, c'est quoi? C'est sur nos ordinateurs personnels, c'est principalement les navigateurs, parce que c'est le seul endroit où on exécute du code qui vient à peu près d'ailleurs, et les navigateurs sont patchés. Et Word. Ouais, mais Word a déjà des macros, enfin, je sais pas si c'est vraiment une crainte, quoi. Et ensuite, effectivement, c'est pour ceux qui fournissent une infrastructure, qui eux ont déjà patché parce qu'ils ont eu une notification préalable de la part de... Pas tous. Pas tous, les gros. Les gros, ouais. Sur les postes ou les serveurs, si tu regardes les derniers tweets de Benjamin Delpy, il a joué avec ce week-end et ça pourrait peut-être des améliorations dans Mimikatz pour les... Non, il a refait un post, je crois, hier ou ce matin, disant qu'il ne l'inclurait pas dans Mimikatz. Parce que Mimikatz, c'est pas de vulnérabilité dedans. Mimikatz n'exploite pas de vulnérabilité. Mais ça aurait pu être un moyen de récupérer le dump de LSAS sans être admin, quoi. Donc oui, ça aurait pu être intéressant. Alors bon, ça c'est un lien vers un POC, enfin un code d'exploitation fonctionnel. Il commence déjà à y avoir des class actions. Apparemment, il y a 3 class actions déjà contre Intel. Là, c'est un petit post sur un forum, enfin c'est Tom's Hardware, mais Linus Torvald est pas content, critique, dit que c'est de la merde, voilà. Bon. Que les ingénieurs Intel sont nuls. Point important, c'est qu'apparemment les correctifs induisent une certaine baisse de performance. Alors au début, les gens parlaient de 30%.
Red Hat a fait des tests, c'est aux alentours de 10%, et MongoDB a fait des tests, et ils estiment à 10 à 15%. MongoDB, il y a... Moi j'ai vu plus, j'ai retweeté hier plus, des gars qui font des graphes et ça passe de 40 à 80% en usage. Donc. Alors ce qui est... Red Hat a dit surtout en fonction du type d'utilisation, voici jusqu'à 30. Hein. Mais en tout cas, il y a une question qui est intéressante, c'est que j'ai vu sur internet, c'est les gens qui utilisent des plateformes où ils sont facturés autant de calculs, type Amazon AWS. Finalement, s'ils se prennent 30% de perf en plus, alors qu'ils utilisent le même service, comment ça se passe? Effectivement, là, on peut se demander qui doit absorber le coup. Mais ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'en décembre, vers le 19 décembre, sur un forum AWS, il y a une personne qui dit « Oui, voilà, j'ai reçu un message d'Amazon qui me dit qu'ils m'ont rebooté en janvier pour un problème de sécurité en patchant l'hyperviseur. Moi, ça me saoule, donc je reboot en décembre. » Et il dit « Et après ce reboot, j'ai eu des gros problèmes de performance sur mes applications, alors j'ai pas compris parce que j'ai fait plein de tests, etc. Donc je suppose que ça vient de cette mise à jour. » Et donc vous avez plusieurs échanges sur le sujet avec différentes personnes qui constatent le même problème de performance, et ça date du 19 décembre. Donc on peut se dire qu'effectivement il y a vraiment un impact non négligeable en termes de performance. Le point concernant les antivirus, en fait, c'est que certains antivirus ne sont pas forcément compatibles avec le patch côté Microsoft, donc en fait il y a une clé de registre à positionner. En gros, pour recevoir le patch Microsoft, il faut que l'antivirus place une valeur à une clé de registre particulière, sinon l'ordinateur n'appliquera pas la mise à jour, c'est ce que j'ai compris. Et il y a certains antivirus qui ne veulent pas placer cette mise à jour parce qu'en fait ils sont souvent utilisés en conjonction avec un autre antivirus. Donc des systèmes où tu en as deux, par exemple un truc genre Silence ou Carbon Black qui est plus EDR et un antivirus classique. Et du coup l'un ne pouvant pas analyser la compatibilité de l'autre, il n'y en a aucun des deux qui le fait, et du coup les gens n'ont pas de patch. Et donc là vous avez un tableau qui est maintenu par Kevin Beaumont. Justement sur la compatibilité des antivirus et les différents changements, donc ça peut être intéressant si vous avez un parc et que vous devez mettre à jour. Mais là encore, il ne faut pas se précipiter non plus dans la mise à jour. Bon, là vous avez des articles sur les navigateurs, donc Chrome et Firefox. Donc Chrome est protégé par défaut et Firefox, il y a un paramètre à changer. De toute façon, il n'y a pas d'autre navigateur. Mais bon, Edge et Internet Explorer, oubliez, il n'y a pas... Mais il n'y a pas de JavaScript, donc c'est bon. Non, mais c'est quand même assez incroyable qu'ils en soient arrivés en contre-mesure à réduire la précision de l'horloge. Enfin, je trouve ça dingue. En JavaScript, maintenant, c'est 20 microsecondes la résolution au lieu de 5 avant. Donc je sais pas s'il y a des trucs que ça va casser, mais potentiellement ça pourrait être le cas. Tu n'as pas vu la vidéo de Clémentine parce qu'elle en parle justement de techniques pour contourner ces limitations des navigateurs. Non, mais elle est vachement bien cette vidéo. Mais on a compris qu'il y avait un truc avec Clémentine. Ouais, c'est ça. Je suis marié. Donc ça aussi c'est très rigolo, c'est Nicolas qui l'a tweeté pile à ce moment-là, il a reçu ça. Donc les 5 raisons pour lesquelles la sécurité renforcée au niveau du matériel est supérieure à la protection reposant uniquement sur les logiciels. Merci Intel. Et donc sur le blog d'Intel, ce n'est pas un bug. Ça, ils l'expliquent bien sur leur blog, ce n'est pas un bug. Donc après il y a tout un texte explicatif, c'est une fonctionnalité. Ça j'aime bien parce que ça résume rapidement la situation. Et en particulier la dernière parce que donc, le CEO d'Intel a revendu 250 000 actions en novembre. C'est quasiment tout ce qu'il avait, je crois. En fait il a un seuil. Non, il a un seuil, il doit garder X actions et donc il a vendu pour qu'il lui reste ce X d'actions. Et il y en a pour je sais pas combien de dizaines de millions de dollars. Alors, a priori, la vente était prévue depuis longtemps, ça n'a aucun rapport avec cette histoire. Franchement, moi j'y crois pas parce qu'en fait, je pense pas que ça modifie le cours de l'action Intel. Survient sur une période d'un an, ça changera rien. Ils ont perdu 7 milliards en une journée et la personne elle est forcée de garder un stock minimum d'actions. C'est pour ça qu'elle a vendu au maximum de son stock possible. On va dire que c'est par hasard, mais je pense que c'est un hasard. Ça fait 7 milliards en moins. Mais si regarde, toi tu parlais de... Oui, mais je veux dire, dans 6 mois, 1 an, on n'en parlera plus. Mais regarde, tu parlais des solutions cloud qui facturent à la consommation. Si tous les grands fournisseurs de cloud commencent à demander Intel, je sais pas, de changer les CPU ou des prix ou quelque chose, une compensation, ça risque de leur coûter cher. Donc la suite le mois prochain. Ah oui, celle-là aussi elle est belle, donc le CertUS. Pour le CertUS, la solution c'est de remplacer le CPU. Et d'un autre côté, effectivement, c'est la meilleure des solutions. Alors, oui, mais il n'y en a pas tellement qui sont compatibles en fait. Mais non, aucun. Il y a certains processeurs AMD. Quoi. Non, mais c'est un stagiaire qui a fait ça.
Malheureusement, c'est un peu moche parce qu'ils ont modifié ça lundi ou dimanche. C'était lundi. Ils l'ont modifié et donc là, maintenant il y a un autre texte. Mais ils auraient quand même pu mettre qu'ils l'avaient modifié. Parce que... Vous avez vu la vidéo de la Gen 2 qui met plus de, je sais plus, un quart d'heure, 20 minutes à s'amorcer sur un 486? Mais qui est protégé, non, c'est ça? Ben oui, le 486, il n'a pas cette optimisation. Et donc, il y a quelqu'un qui a montré ce que ça faisait de lancer une Gen 2 dernière version sur un 486 et la vidéo dure 20 minutes juste pour amorcer le Linux. Et après, quand il joue de la musique et qu'il fait un SSH à côté, ben, ça n'arrive plus à jouer la musique. Bon, la vidéo est rigolote. Ensuite, bon, ça peut être intéressant. C'est si vous, enfin, l'interface d'administration Apache Axis. En fait, c'est du SOAP derrière. Il y a des techniques qui permettent d'exécuter du code. Il y a pas mal d'Apache Axis accessibles depuis Internet et potentiellement vulnérables. À la fin de l'article du blog, vous avez un petit Google Dork qui fait une recherche Google qui permet de trouver ces portails Apache. Et il y en a pas mal, dont des entreprises françaises. Moi, j'en avais contacté une ou deux pour leur dire attention, ça pue un peu ce truc, regardez. Le deuxième article est rigolo. C'est une personne, c'est pas hyper technique, hyper compliqué. C'est une personne qui a développé une petite librairie en JavaScript qui permet si c'est de vrai colorer. ou pas. L'histoire est tournée, si on parle du même, dans le sens, voilà ce que j'aurais pu faire, peut-être l'ai-je fait, peut-être ne l'ai-je pas fait. En fait, il a fait une petite librairie qui permet de réflexion. coloriser la console JavaScript. Et donc c'est un package NPM donc qui peut être installé par Node.js. Et donc bien sûr, plein de gens l'ont utilisé, dont dans des portails bancaires et autres. Et bien sûr, il avait mis une petite backdoor dedans, ce qui lui permettait de récupérer pas mal de choses. Donc l'article est assez rigolo parce que finalement, c'est pas hyper compliqué et il arrive à compromettre plein de sites web. Parce que je crois qu'il cite le nombre de modules Node qui existent, il y en a des dizaines de milliers. Surtout quand on installe un module Node, le nombre de dépendances qui va installer derrière, c'est impressionnant. Oui, mais attends, dans cet article à la fin, il dit pas que en fait, c'était une fiction et qu'il a rien fait? C'est pas clair. En tout cas, c'est pas orienté comme ou alors je parle pas bien anglais. Mais moi, ce qui est tout à fait plausible, hein, vu que j'aime pas ça. Mais pour moi, il a fait tout un article, mais à la fin, il t'explique en fait que c'est ce qu'il aurait pu faire et en fait, il l'a jamais fait. Et tout ça n'était qu'une fiction pour sensibiliser les gens sur la facilité avec laquelle il aurait pu le faire, parce que tout est techniquement faisable. Mais en réalité, il ne l'a pas fait. Oui, il l'a fait, il va aller en prison. Pardon? Peut-être le juridique, quoi. Ok. C'était juste quand même pour préciser que, enfin, moi j'ai compris à la fin de l'article que c'était un faux, mais bon, j'ai peut-être mal compris. Dernier article assez intéressant, alors je ne sais pas si c'est encore des choses qu'on vous dit, mais quand on dit d'activer HTTPS et qu'on vous dit oui, mais ça va augmenter le coût CPU de mon application, en fait, il y a Cloudflare qui a publié un article que moi j'ai trouvé assez intéressant, en tout cas très documenté, très détaillé, sur leur serveur, ce que représentait en fait Boring SSL, la bibliothèque qu'ils utilisent, et c'est 1,8% du CPU chez eux. Donc c'est quand même pas grand chose comme... Oui, parce que les algorithmes type AES sont codés en dur dans les CPU, et donc il y a vraiment des optimisations à ce niveau-là, ce qui permet d'aller très vite. C'est moins qu'un patch Spectre. Oui. Du coup, à ma connaissance, il n'est pas tellement CPU, il est sur le port d'utilisation de connexion réseau, sur le handshake TLS par rapport à la connexion HTTP. D'accord. Il y a plus de coûts à ce niveau-là. Effectivement, ça c'était pas mentionné, je dois reconnaître. Juste pour revenir sur l'attaque en JavaScript dans le framework verrouillé, il y a un outil qui s'appelle NSP qui recherche les vulnérabilités connues dans les frameworks Node. D'accord. Tu peux mettre dans ton arsenal qui va scanner automatiquement. Voilà. Oui, alors j'ai pas tout lu en détail, mais j'ai mis une photo parce que c'était quand même assez marrant. Donc il existe évidemment plein de logiciels de reconnaissance faciale qui permettent notamment au gouvernement de suivre des personnes en regardant les images des caméras de surveillance. Et il semblerait qu'on puisse assez facilement designer des lunettes qui font que le taux de détection il passe de 100% à 1%. Voilà, donc c'est assez intéressant. Par contre, ce sont des lunettes moches. Par contre, elles sont plutôt moches. Du coup, si vous voyez quelqu'un avec des lunettes comme ça, c'est sans doute un terroriste. Ou un geek. Ou un mec de l'OSI. Ou quelqu'un qui n'a pas de goût. Ou Mac OS. Oui, c'est vrai. Prochain goodies. Ah oui, WannaCry. Donc bon, WannaCry, je ne sais pas si je rappelle rapidement l'histoire, c'est le ver qui avait réutilisé les vulnérabilités de la NSA
pour se propager, et c'était un rançon logiciel, donc il chiffrait les disques. Il y a eu pas mal de rançons de versés. Et donc les auteurs de WannaCry ont récupéré l'argent en août. Donc il y avait à peu près, j'ai mis 53 bitcoins. C'est dommage parce qu'ils auraient peut-être dû attendre la fin de l'année, parce qu'en août, je crois que c'était 2 ou 3 000 $ le bitcoin, et à la fin de l'année, c'était 15 ou 16 000 $, donc c'est un petit peu dommage. Sachant que c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'ont gagné les sociétés de réponse à incident. 53 bitcoins, c'est vraiment... Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont attendu le fork de l'été de Bitcoin pour pouvoir toucher leur Bitcoin. Comment ils font pour ensuite en faire quelque chose, parce qu'à partir du moment où ils savent que cet argent... En fait, ils sont passés par des mixeurs. C'est un peu comme Clearstream, l'entreprise luxembourgeoise, qui mélangeait en fait plein de flux financiers dans tous les sens, qui faisait que tu perdais toute la traçabilité, et ça permettait de faire du financement du terrorisme, de faire de la défiscalisation, etc. Et c'est à peu près le même principe avec les mixeurs, c'est mélange plein de transactions et tu perds toute traçabilité. Parce qu'effectivement, normalement avec Bitcoin, la traçabilité tu l'as et tu es censé savoir qui récupère l'argent. Et bon, bien sûr, j'en parlerai à la fin, mais Donald Trump accuse ouvertement la Corée du Nord. Bon, et sinon, en parlant de verre, Conficker, donc le vieux verre, apparemment on en trouve toujours des traces, principalement dans les systèmes d'information un peu anciens, type santé, industrie et certains gouvernements. C'était quoi l'impact? Je crois qu'il faisait rien, il se répliquait, non? D'accord. Là, il faisait du brute force sur l'AD, du coup, il bloquait les comptes. Ah oui, pour se répliquer, il cherchait à casser les comptes. Et, ouais. Par contre, il est plus vieux que ça. 7 ans? Là, c'est 2008. Il est apparu après le patch MS The Root. Ah oui. Ah bah oui. C'est étonnant qu'il y ait des systèmes. Je me suis trompé, mais c'est à cause de la prédiction de branchement, j'ai fait une mauvaise soustraction. Oui, alors ça, bon, on en parle tous les mois, il y a des fuites de données. On peut même plus appeler ça des fuites de données, c'est-à-dire qu'il y a une base MongoDB avec les données personnelles de 18 millions d'électeurs de Californie qui étaient accessibles sur Internet sans authentification. Il y a 1,3 milliard de données indiennes biométriques qui sont sorties. Et qui sont vendues pour 500 roupies pièce. C'est 7 $. D'accord. 7 $ l'accès. Si vous avez besoin. 7 $ le tout? Non, chacune. Et du coup, il y en a quand même 1,5 milliard. Ah, là, ça fait beaucoup. Si vous avez besoin de devenir indien, le tombe. Parce que ça vaut pas plus de 7 $, le tout. Je porterai pas de jugement. Triton. Oui, Triton ou c'est quoi l'autre nom? C'est Trisis. Enfin, il y a plusieurs noms pour ce malware. Donc, c'est les sociétés FireEye et Dragos qui, indépendamment, ont publié 2 rapports d'analyse sur ce malware qui apparemment a été découvert dans la nature lors d'une investigation sur incident. C'est un malware qui, à ma connaissance, c'est le premier qui cible non pas les systèmes SCADA ou DCS qui vont contrôler le procédé industriel, mais les systèmes SIS, donc les systèmes instrumentés de sûreté, qui en général dans les industries sensibles, type la chimie lourde, sont là pour déclencher des mises en sécurité d'urgence si jamais on sort d'une zone normale. Par exemple, si on est en train de chauffer quelque chose et que ça devient trop chaud et que ça devient instable, ben, il y a des capteurs qui sont dédiés à ces systèmes, des actionneurs qui sont dédiés à ces systèmes. Ce système va pouvoir dire j'arrête de manière sûre la réaction chimique. Donc évidemment, c'est un peu inquiétant, puisque au-delà de nuire à la disponibilité d'une industrie et du coup à ce qu'elle rapporte, là on parle vraiment de pollution, on parle de sûreté pour les populations et pour les gens notamment qui travaillent sur les usines, donc c'est assez inquiétant. Sinon après, les systèmes Triconex, c'est des choses qui ont été rachetées par Schneider, je crois. Les vulnérabilités, elles sont assez classiques, c'est qu'il y avait un protocole qui permettait d'administrer sans authentification. C'est des choses qu'on voit sur les automates Schneider aussi, donc il n'y a rien d'exceptionnel techniquement dans la vulnérabilité, mais c'est inquiétant qu'il y ait des gens qui commencent à produire des choses pour les attaquer. J'avais lu l'article FireEye que je trouvais un peu alarmiste parce qu'il disait que c'était une attaque étatique hyper évoluée. Ça c'est FireEye. Le code est en Python. Il disait que le protocole était secret, on cherche sur Google le nom du protocole, on tombe sur les PDF qui décrivent tout le protocole et comment communiquer. En fait, il y a deux protocoles, il y a un qui est connu et apparemment il y en a un autre. Tu en as un sur le développement et un sur le protocole. Il faut rappeler qu'il y a quand même une erreur de fond des automaticiens qui ont été vulnérables. Parce que l'automate de sécurité des individus, là, le SIS, il a 2 états. Un état où il est programmable, un état où il est en production. Auquel cas, il n'est pas programmable. S'ils avaient tourné le bouton pour être en prod... Alors en fait, on ne sait pas. En fait, effectivement, il y a un interrupteur physique qui permet de le mettre en mode on, auto-local ou programmation.
la plupart des gens, de moi ce que j'ai vu sur les mailing lists de diffusion SCADA, disent oui, mais chez nous aussi, ils sont tous en programmation si on doit intervenir en urgence, ce qui remet un peu en cause le principe de cet automate. Mais du coup, c'est quelque chose qui est assez classique. Et par ailleurs, moi, j'ai pas assez de connaissances sur le produit. Enfin, c'est pas parce que l'interrupteur, il est physique, qu'on ne peut pas avoir une vulnérabilité logicielle qui va le bypasser. Ça, c'est marqué nulle part. Ça, malheureusement, j'ai pas l'info. C'est marqué nulle part. Moi non plus, j'ai pas audité un Triconex personnellement. Je ne sais pas s'il y en a un qui ont déjà audité du Triconex. Le propal en cours. Ça court pas forcément les rues, puis c'est visiblement dans un certain type d'usine de production. Mais si tu veux, moi, quand il y a quelqu'un qui a conçu un automate, certes, où il y a les protocoles non sécurisés, blablabla, ça on est habitué, mais sur lequel il y a un bouton, bah, quand tu es en prod, tu mets le bouton en prod, et quand tu fais une mise à jour, tu mets le bouton mise à jour, les mecs t'expliquent, oh bah non, au cas où, on laisse le bouton mise à jour en permanence. Bah c'est normal que tu te fais poney, idiot, t'avais qu'à mettre le bouton en prod. C'est comme ceux qui ont des PKI, des HSM, et ils doivent mettre leur carte à puce uniquement quand ils signent des clés, et qu'ils les laissent toute la journée dans l'HSM. C'est pas comme si ça s'était déjà vu et qu'une autorité de certification d'un pays du Nord s'était fait pirater à cause de ça. Par contre, ce qui était intéressant aussi dans l'article, c'est qu'apparemment, ce que disaient les chercheurs, je crois que c'est FireEye, que le truc n'avait pas été utilisé jusqu'au bout, était en gros en cours de développement, avait été testé donc, dans l'usine où ils l'ont trouvé, mais n'a pas été réellement exploité. Ils font des tests en prod, quoi. Bon, en fait, c'est vraiment pas bien. Quand tu regardes, quand tu fais du reverse de l'exécutable, tu vois que le nom du script il s'appelle script test.py, donc tu te dis que. Ensuite, nouveauté technique. Ok. Le premier est intéressant, mais pas tant que ça. En fait, c'est un article qui était censé décrire, alors, qui ne disait pas vraiment que c'était une nouvelle technique, mais une technique qui permet d'être plus discret par rapport à un malware, c'est de dupliquer une AC route existante sur un poste de travail ou un serveur et de signer son binaire avec. Mais en fait, ça fait des années que ça existe. Moi, j'avais développé il y a 2 ans un code qui permettait de faire ça, qui auto-générait une AC ou auto-répliquait une AC, auto-générer un binaire, auto-compiler le binaire, l'auto-signer et l'auto-exécuter en tant que service. Donc c'est pas des trucs hyper nouveaux, mais ça peut toujours servir. L'objectif, c'est quoi le fait de contrôler les antivirus, parce qu'énormément d'antivirus considère que si c'est signé par n'importe qui, c'est mieux que rien. Déjà, si c'est signé, c'est plutôt sain. Et si en plus c'est signé par une autorité de certification qui contient des mots-clés, genre Microsoft, c'est sûr que c'est sain. Ils font pas une véritable vérification, mais c'est normal parce que faire la véritable vérification de la signature, ça prend du temps, c'est coûteux. Le deuxième, c'est rigolo, c'est que Office vous fournit de base un outil qui permet de faire de l'injection de librairies dans un processus uniquement en 32 bits. Donc l'outil c'est Mav Inject 32 et avec ça vous pouvez injecter une DLL dans n'importe quel processus. C'est fourni avec Office. Je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. Si vous faites de l'intrusion 32 bits, ben voilà. Plutôt que d'essayer d'utiliser un outil custom qui va être repéré par les antivirus. En plus celui-là il est signé. Celui-là est signé par Microsoft. Ah oui, une technique aussi intéressante pour contourner en particulier les outils cysternals, mais je pense aussi les antivirus, c'est de nommer son exécutable avec des pourcents et un nom de variable d'environnement qui existe réellement. Et en fait, au moment du parsing, l'outil remplace la variable d'environnement par son vrai contenu et donc ne détecte pas l'existence de l'exécutable. Tu peux faire l'évasion de sandbox avec des trucs de genre. Je sais pas. Il y avait un truc à peu près similaire sur FireEye à une époque. Ouais, une époque sur FireEye. Et puis Interpreter pour iOS, c'est sorti chez Offensive Security, Rapid7. Pardon. Donc ça peut être intéressant pour de l'exécution de code sur iOS. Bon, ça c'est rigolo, c'est l'outil de test Akunetix qui dispose d'une vulnérabilité qui permet d'exécuter du code dessus à distance. C'est pas mal. Après, si on est honnête, je pense qu'il y a d'autres outils qu'on utilise nous en tant qu'auditeurs ou que pentesters qui ne sont pas forcément très bien codés. Oui. Ça ne m'étonnerait pas que dans certains scripts Nessus ou des scripts NSE, Nmap, on puisse aussi faire des choses. Oui, mais c'est rigolo quand c'est publié. Oui. Parce qu'on parle beaucoup d'attaques, mais c'est bien un petit peu de pirater les pirates. Oui, alors là j'ai mis 2-3 liens. Le premier, ça fait suite à ce dont j'avais parlé la dernière fois, c'est 2 outils qui s'appellent Mutiny et Decept qui ont été publiés par les équipes de Talos Security qui permettent de faire, en fait c'est un proxy applicatif qui permet de capturer le trafic et ensuite automatiquement de faire du fuzzing sur ce protocole sans le connaître. C'est un peu automatisé, c'est pas mal. Le deuxième, c'est un outil que des gens utilisent en formation pour
faciliter l'analyse d'un firmware inconnu. Donc ça automatise un certain nombre d'actions. Sur le screenshot que j'ai vu, je ne l'ai pas testé, hein, j'en connais, mais sur le screenshot ça avait l'air bien parce que ça lançait QEMU directement et ça faisait tourner le binaire. Mais en fait, je ne suis pas sûr que ça marche avec tout. Et le dernier n'est pas tellement orienté sécu, mais je trouvais ça assez intéressant. C'est quelqu'un qui avait une télécommande pour la climatisation, il ne comprenait pas comment était calculé le checksum. Et du coup, il explique un peu sa démarche intellectuelle pour identifier en boîte noire le mode de calcul du checksum. Et il y arrive? Oui. Mais c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas de crypto, quoi. Ouais. Alors, business, qu'est-ce qu'on a? Mais oui, AWS ouvre son data center européen, enfin, un de ses data centers européens en France. Donc, avant, on pouvait dire, ouais, Amazon, c'est pas bien parce que c'est américain, c'est hébergé à l'étranger. Bon, là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Bah, c'est toujours américain. C'est toujours américain. Non, mais oui, mais ils ont un data center en France. On Si tu s'en veux... fout, au niveau Patriot Act, c'est la même chose. Ils hébergent les données en France. Mais au moins, c'est de l'emploi en France. Quoi. Ouais. C'est bien. Enfin, data center, c'est 10 personnes. Pour la sécu. Bon, ça, c'est juste, on en avait déjà reparlé, je crois, l'été dernier. WhatsApp et Facebook étaient poursuivis pour une transmission de données à Facebook. Et donc là, c'est la mise en demeure de la CNIL associée à ça. La CNIL a mis 100 000 € à Darty ce matin. Ah oui Pour la même chose qu'Orange en 2014, à savoir défaut de surveillance d'un fournisseur, au hasard. Et donc là, 100 000 €, vivement le 25 mai. Donc Darty embauche un RSSI, c'est ça? Je ne sais pas. Ah, ça j'en ai déjà parlé pour Anacry. Mirai, donc le botnet, enfin le ver qui compromettait des IoT. Donc les 3 auteurs du ver ont été, enfin du ver malware, ont été arrêtés. Je ne sais pas si c'est lié à l'enquête qu'avait fait Brian Krebs, parce qu'il les avait identifiés sur son blog assez rapidement. Mais en tout cas, ils ont été arrêtés et ils ont plaidé coupables, donc à la fois dans la création du ver et dans le fait de l'avoir utilisé pour faire de la fraude au clic sur des régies publicitaires. Ça leur a rapporté, je crois, 180 000 $. Et le DDoS, parce que sauf erreur de ma part, c'était comme utilisé pour faire un DDoS, Mirai. Ouais, mais ils ont pas plaidé coupable pour le DDoS. D'accord. Pour moi, ils ont plaidé coupable que pour l'avoir écrit et la fraude au clic. Au départ. Et donc, ils risquent 5 ans de prison et 250 000 $ d'amende. Ils ont 20 ans. Ouais, 20 ans, 22 ans. C'est bien fait. C'est bien fait. L'outil ou c'est bien fait non, pour eux? Non, c'est bien fait pour eux. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils n'ont pas pris aucune précaution. Donc ils perdent 70 000 $. Sauf si c'est 250 000 chacun, ils perdent beaucoup plus. Ah bah c'est chacun, je pense. Pour moi, c'est pas cumulé, c'est chacun. Hein. Alors, ça c'est intéressant, c'est un article qui parle de la fuite des cerveaux à la NSA, où en gros il y a eu beaucoup de départs ces dernières années. Les 3 facteurs qui sont cités, c'est bon, Snowden, qui a un peu déprimé les gens, les GAFA qui donnent des salaires plus importants que la NSA, et pas mal de réorganisations en interne où les promotions se font à l'ancienneté et pas aux compétences. Schneider, le site Shadow Broker, ouais. dans le blog bon d'aujourd'hui. Oh là là, j'ai fait ça ce week-end. Ouais, bah ouais. Avant lui. Mais moi j'ai rajouté, parce que j'ai eu des échos comme quoi Shadow Broker aurait fait vraiment très mal à la NSA, pas forcément sur le plan technique, mais plus sur vraiment le bilan moral, parce que tout le monde est suspicieux, se pose des questions, ne savent pas trop d'où viennent les fuites, et il y a pas mal d'inquiétudes à ce niveau-là. Et il dit que ça prendra à peu près 10 ans pour qu'ils se remettent. Non. C'est ce qu'il dit. C'est bien fait pour eux. Bah pourquoi? Absolument. Ils font leur travail. Enfin, ils piratent la planète depuis 20 ans. Ouais, mais c'est légal. Il est à la NSA, un autre pour plus tard. En tant que Français, je n'aime pas la NSA. C'est normal. On n'a pas les fails, c'est après. Les conférences passées, Acclu, Black Cat, BotConf et CCC, dont vous avez eu le compte rendu tout à l'heure. Oui. Excellent compte rendu, j'imagine. Donc, prochaine conférence, Corinne, FIC et la JSSI, la meilleure de toutes les conférences. On va peut-être avoir un afterwork bientôt. On va voir. Le VIX c'est 23-24. J'ai mis quoi? Ah, il est à Aquitaine le 25. Ah, faut que je corrige ça alors. À Bordeaux. Tu peux m'envoyer un petit mail? Ouais. Alors, divers et trolls. Alors, je pense que vous connaissez pour la plupart Tenable, qui est l'éditeur du logiciel, enfin, la solution de scan Nessus, qui permet de faire des scans de vulnérabilité. Et je pense que vous connaissez tous le répondre à tous. Et donc là, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais donc moi je suis dans la liste et quelqu'un a envoyé un mail à tous, mais à tous, toute la planète, Je sais pas ce que tous les clients Nessus. Moi je l'ai Nessus. pas eu.
Ah bon? Et tout le monde a commencé à échanger, il y en a plein qui ont répondu à tous en disant pourquoi est-ce que vous me spammez, et donc tout le monde recevait tous les mails de tout le monde. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Moi ça m'a fait rire sur le moment. Ah oui, et il y a quelqu'un qui a quand même mis la signature écart dans un mail pour voir ce que ça donnait. Ça aussi c'était un tweet assez exceptionnel, c'est quelqu'un qui pour le fun, alors je sais plus, voilà, il dit voilà, tapez cette commande pour rigoler, voilà, et en fait cette commande a fait qu'il avait un accès root à des tas de serveurs parce que des gens ont récupéré cette commande, on l'a exécutée, et en fait ça, je sais plus ce que ça faisait exactement, mais ça exécutait un script à lui qui lui donnait les droits root sur plein de serveurs, donc il y a plein de gens qui se sont fait avoir. L'autre point c'est sur donc les RSSI aux États-Unis, études sur les États-Unis. Donc la durée de vie moyenne d'un RSSI c'est 4 ans et demi, et la plupart, enfin une grosse partie ont fait des MBA avant, et il y avait une autre stat intéressante, c'est je crois que 60% viennent de l'extérieur, pas de l'entreprise en elle-même. Donc le métier de RSSI aux États-Unis est un métier qui change, qui devient peut-être à la mode. Ah oui, ça c'est drôle, donc dans le jugement des jeunes auteurs du vers Mirail, on voit qu'en fait un des jeunes hébergeait le serveur de command and control chez lui. C'est pas mal. Enfin chez lui, chez ses parents. Ça, je vous laisserai lire l'article sur les bug bounty. En gros, il faut arrêter d'être nul, faire des bug bounty pourris, trouver des vulnérabilités nulles. Il faut monter en compétences et voilà. Ça, celui sur les pacemakers, je pense que c'est pur troll, mais en gros, comme on peut exécuter du code sur les pacemakers, on peut prendre le contrôle et faire miner des bitcoins. Et en gros, il faudrait miner sur 44 000 pacemakers pendant un mois pour avoir un bitcoin. C'est pas énorme, hein. Il faut pirater 44 000 personnes quand même. Mais il chauffe ou pas le professeur? C'est l'hiver. Ah oui, celle-là est très très bonne. En fait, c'est la même chose, deux fois. C'est une personne qui sur le Git de Daniel Mistler, ouais, c'est ça. qui contient les dictionnaires de mots de passe les plus utilisés pour faire du cracking de mots de passe. Une personne demande à retirer son mot de passe des listes de mots de passe. Et effectivement, c'est la meilleure solution de sécurité que son mot de passe ne soit plus dans les dictionnaires de mots de passe utilisés par les hackers. C'était Dolphin. En plus, c'était tout pourri. C'était Dolphin. Ouais. Donc en fait ils l'ont enlevé, donc maintenant vous pouvez l'utiliser, c'est bon. Juste avant que tu passes au top, il y a eu une polémique sur le .io. C'est un de tes trucs .io là, qui m'a fait penser tout à l'heure. En fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui changent de top level domaine parce que la structure du .io qui fait hyper fun, etc. est absolument pas gérée comme elle le devrait. Ah oui, on en avait parlé. Ce qui fait qu'il y a de l'indisponibilité de manière régulière, et donc les gens qui fournissent des services de cloud type API ne peuvent pas fournir de manière régulière à cause de cette indisponibilité. L'analyse qui en a été faite, c'est que en fait, il n'y a pas de service client, support, et ça doit être hébergé sur 3 serveurs. Et du coup, la personne qui parlait de ça disait en fait n'allez pas sur le .io, revenez sur un .com ou un .org, au moins c'est un peu sérieux. Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que tout le monde s'est précipité pour une raison d'image à mettre son web service sur .io, et personne avait analysé au départ la pertinence d'utiliser ce fournisseur de nom de domaine. Donc c'est encore un problème de contrôle des fournisseurs. Merci Jean-Philippe. Et l'autre point, ce sera peut-être dans tes tops, c'est il a fallu que je regarde pour le travail les CVE déclarés. Ah, je l'ai pas fait. Tu l'as mis? Non, je l'ai pas fait. Les CVE déclarés, et donc en 2016 c'était 6400 et des brouettes, et 2017 c'est 14 500. Alors, est-ce qu'il y a plus de vulnérabilité ou est-ce qu'il y a plus de vulnérabilité remontée Je pense que c'est pas évident d'avoir une CVE en plus. C'est validé normalement, ce sont les chiffres validés, c'est sur CVE Details pour les gens qui veulent retrouver le tableau, vous avez des beaux graphes. C'est vrai que l'année dernière j'avais fait des stats, je l'ai pas fait cette année. C'était autour de 6500 à peu près pendant quelques années, et là ça a explosé en 2017. Mais même aussi par périmètre, quel était le système avec le plus de vulnérabilité, je crois que c'était Android le pire. Sauf erreur de ma part, l'année dernière j'ai des collègues qui ont demandé
qui en ont pas eu parce que le produit faisait pas partie des produits qui étaient surveillés par c'est le Mitre, non, qui gère ça. Et du coup, je suis assez étonné que ça augmente alors qu'en fait, il y en a qui sont pas validés, pas sur le contenu technique, mais vraiment sur le fait que ce soit un produit qui est pas assez connu ou je sais pas. En tout cas, c'est un bon moyen d'avoir plus de budget. Alors, donc, on fait ça depuis quelques années, c'est une espèce de top totalement arbitraire des principaux événements de l'année. Donc ça n'engage que nous. Surtout toi. En l'occurrence, je voudrais pas me désolidariser, mais je les ai pas encore vus. Donc bon, j'ai repris ça, les 2017, l'année des mots de passe vides ou non vérifiés, avec les vulnérabilités Oracle, macOS et Fortinet, où soit le mot de passe n'était pas vérifié, soit il était juste un espace, enfin, c'était totalement pourri. Vulnérabilité à très large périmètre, donc avec crack sur le Wi-Fi, la problématique des puces TPM Infineon, avec leur générateur de nombres pseudo-aléatoires pourris. Intel Management Engine, donc là aussi où il commence à y avoir des vulnérabilités là-dessus, et ce qui est plutôt critique parce que c'est déployé sur toutes les cartes mères Intel. Et puis les Apache Struts qui sont à l'origine par exemple de Equifax, de la compromission d'Equifax. Ça leur pendait au nez par ailleurs quoi. Oui. Bon, il y a aussi le fait que même l'antivirus de Microsoft contient des vulnérabilités, et là j'en ai compté une dizaine sur l'année. Alors que l'année dernière, il y avait des articles qui disaient désinstaller tous les antivirus, ça sert à rien, utilisez juste l'antivirus de Microsoft. Non, il y a autant de vulnérabilités, peut-être un peu moins. Au moins il est gratuit. Il est gratuit. Bon, encore, ça c'est comme l'année dernière, hein, l'année des fuites de données massives, c'est moins pire que l'année dernière, j'ai l'impression. Mais voilà, il y a eu plein de fuites, Equifax, Deloitte, la CIA, Shadow Broker encore. Bon. L'arrestation à forte visibilité, puisqu'en fait les pirates de Yahoo ont été arrêtés, enfin 2 des pirates ont été arrêtés, 2 Québécois je crois de mémoire, ils étaient 4, 2 Russes du FSB mais qui sont encore en Russie donc ils ne se font pas arrêter, et 2 hackers qui étaient au Québec et qui se sont fait arrêter. Un s'est fait arrêter je crois aux Maldives. Malware Tech aussi, donc l'anglais Marcus Hodgkin, qui a été arrêté au retour de la Black Hat, qui avait participé au dépôt du nom de domaine qui bloquait l'infection de WannaCry. C'est pas pour ça qu'il est arrêté. Hein, non, mais il est arrêté pour son passé, on va dire plutôt sombre. Potentiel pas assez sombre, ouais. Il est toujours en prison ou pas ? Non, il est assigné à résidence, je crois. Enfin, il est aux États-Unis, il n'a pas le droit de sortir du territoire, mais il a le droit de toucher un ordinateur. Ouais, assigné à résidence, c'est lui qui a son CNC qui est chez ses parents, c'est ça ? Non, ça c'est ceux de Mirai. Ah, c'est bien, pardon. Non, parce que lui, il a 20 et quelques, alors qu'eux ont vraiment 20 ans. Et donc, eux se sont fait arrêter. L'année aussi de la fin de SHA-1, on n'en reparle plus tant que ça, mais SHA-1, normalement, ça devrait être fini depuis l'année dernière, en particulier avec la démonstration de Google CW Amsterdam, où ils ont réussi à générer une collision avec SHA-1. L'année aussi des outils d'audit pour Active Directory, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont sortis. C'est plus vieux que ça. Comment ? BTA, c'est plus vieux que ça. Oui, mais on en a vraiment parlé cette année. Et je note qu'il y a 3 outils français dans la liste. 4 avec celui de non, mais là, Logiciel. Il a un nom. Donc ça, ce sont vraiment des outils très utiles pour faire de l'audit Active Directory, post-mortem, avant pour une notation, donc vraiment très intéressant. Je note que tu t'as mis que les Français en fait. T'en connais d'autres toi, des vraiment bien ? Ouais, Blood End. Ah, c'est plus offensif que défensif. Bah non. Comment Blood End. Comme le groupe. Bloodhound Gang. Le successeur de AD Control Pass. Tu connais. Ouais, je connais. Toute mon adolescence. Bon, aussi le retour des bulletins Microsoft dans la veille sécurité de l'OSIR. Et l'année du pire article qu'on puisse trouver sur la sécurité informatique. Encore une fois, je vous renvoie vers Le Point et ce magnifique article qui mélange tout et dit n'importe quoi sur la sécurité. Mais surtout, voilà, 2017, ça a été l'année des rançongiciels et des vers rançongiciels, donc avec WannaCry, NotPetya et plein d'autres, Bad Rabbit aussi. Et donc en 2017, enfin maintenant en 2010, on peut résumer 2017 en une phrase. Si on avait prononcé cette phrase il y a quelques années, je pense qu'on aurait perdu toute crédibilité. Donc on peut dire aujourd'hui, Donald Trump, président américain, déjà là, accuse ouvertement la Corée du Nord
d'être les auteurs d'un ver numérique prenant ses victimes en otage contre une rançon en bitcoin, réutilisant des armes numériques volées à la NSA par les Russes, et ces mêmes Russes qui ont repris l'idée et les armes en créant un ver faux rançongiciel afin de détruire le système d'information d'entreprises ukrainiennes en impactant gravement de nombreuses entreprises à l'international. C'est beau quand même. On peut dire ça C'est aujourd'hui. 280 maintenant. Allez, c'est mon dernier. Ouais, ça se trouve l'an prochain, on rira moins quoi. Je pourrais ressortir la slide. Et si c'est le cas, il n'y aura plus de réchauffement climatique. Dans le prochain, il y aura des morts. Ouais. On voit que c'est juste un concours de quéquettes entre les trois là. Sachant que des morts, en fait, il y en a déjà eu hein, avec WannaCry et NotPetya. Bah, en Russie, il y a eu Enfin, pas mal de... l'indisponibilité de certains systèmes informatiques, ça a clairement empêché les soins pour un certain nombre de personnes. Quoi. Ah oui, moi je Il il y y a a eu aussi... avec le piratage du site extra-conjugal aussi. Ah oui Ashley Madison. Il y a aussi un article, alors j'essaierai de le lire et d'en faire le résumé là, peut-être pour le mois prochain, j'ai beaucoup de retard là-dessus, c'est par rapport à la Russie où il y a eu énormément de gars dessoudés, donc d'assassinats, de personnalités, de hackers, de militaires, pour peut-être cacher des actions, mais en fait donc il y a un document assez intéressant qui référence tous les assassinats, en partie liés au crime et au crime numérique. Les prochains rendez-vous de l'OCIR, donc prochaine réunion de l'OCIR, mardi 13 février, et j'ai pas du tout changé pour l'afterwork, il faudra que je change ça. Donc ça sera Gare de Lyon. Ce sera le prochain afterwork de l'OCIR, ce sera Gare de Lyon, et on doit encore déterminer la date, mais je pense que ce sera plutôt fin février. Ce sera à proximité de la gare de Lyon. Ce sera pas dans la gare de Lyon. C'est juste en bas. On vient avec le canette. Sortie du métro. C'est sur le quai de la... Ça c'est à Rennes. Voilà, donc si vous avez des questions ou des idées d'illustration, n'hésitez pas, c'est le moment. S'il y a des éléments qu'on a oubliés... Ou par mail, hein, vous n'êtes pas obligé oui, de vous pouvez nous envoyer des manifester mails. S'il y a des informations importantes qu'on a loupées, n'hésitez pas. Merci à vous.